Dans les arcanes d'Archive, le Wikipédia incontournable de la recherche scientifique. Alors j'avoue, là, attendez, recherche, je me le suis mis ici. Mais après, je sais pas si... Enfin, Archive, c'est un parmi d'autres. Hein. Mais c'est vrai que je crois que c'est plus spécialisé sur... Bon, bref, lisons. Donc, par Hugo Ruher. J'avoue, j'ai pas dit c'était qui juste avant, là. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, Hugo Ruher, du 17 mars 2022, ce qui est pas très vieux. Donc voilà. La plateforme Archive rassemble maintenant plus de 2 millions de papiers, principalement des articles de recherche publiés ici avant leur relecture par des pairs et leur arrivée dans les grands journaux scientifiques. Comment ce projet fou a-t-il pu grandir à ce point ? Et pourquoi certains continuent de s'en méfier ? Et parce que quand vous publiez un papier scientifique dans les revues, vous proposez les chercheurs et chercheuses font leur article et après ils sont soumis à une revue des pairs, c'est-à-dire que vous avez plusieurs chercheurs et chercheuses de votre domaine qui vont relire votre papier et qui vont dire si au niveau de la méthodo ça passe, est-ce que au niveau ils vont juste s'assurer que scientifiquement c'est pas n'importe quoi pour assurer une qualité de travail quoi. Donc bref. Et sauf que c'est un peu vicieux. Je sais pas, bon, je vais vous expliquer ça peut-être plus tard. En fonction de ce qu'ils disent dans l'article. Autant le faire maintenant. Hein. En gros, là, le problème qu'il y a actuellement avec le monde de la publication scientifique, c'est que finalement, il y a il y a un monopole finalement, enfin je sais plus comment on dit, parce que monopole c'est qu'il y a qu'une seule personne je crois qui contrôle un marché bref, quand il y a plusieurs gros éditeurs qui contrôlent quasiment tout le marché des revues scientifiques, et en fait eux ce qu'ils font, et le modèle économique c'est et du coup ils vendent aux universités, ils vendent oui, principalement aux universités, je pense. Enfin, bon, bref, aux labos de recherche, etc. Enfin, des abonnements à leurs revues et ils les font payer très cher. Et plus ça va, plus ils les font payer cher, en fait. Sauf que eux, c'est vraiment, ils se font de la thune. Genre, ils payent pas un rond. Les chercheurs, en fait, ils sont pas payés un rond par les maisons d'édition, en fait. Genre, les maisons d'édition, les revues récupèrent les articles que font les chercheurs de manière gratuite pour eux. Hein. Et après, les revues de pairs, c'est gratuit aussi. Genre, je crois pas qu'ils soient payés, de ce que j'avais compris. Ils sont pas payés pour faire la revue de pairs, les chercheurs et chercheuses. Et ensuite, les maisons d'édition là, genre Elsevier, je crois que c'est Elsevier, ouais, revend aux universités à des prix de plus en plus mirobolants, parce que ça coûte super cher. Hein. Vraiment, les revues, c'est un truc parce que il y en a énormément, il y a énormément de publications, et si vous voulez avoir les dernières parutions, les machins, faut payer une blinde, parce qu'en plus ils vendent ça en bundle, comme ils appellent ça, en bouquet. C'est-à-dire que tu peux pas juste t'abonner à une revue qui t'intéresse, faut que tu prennes un lot, et genre un lot de revues, et du coup ils font des trucs qui sont très demandés avec des trucs qui sont moins demandés, et du coup ils arrivent quand même à refourguer leur merde quoi, alors que tu veux, leur merde. Tu vas payer un truc pour lequel tu veux pas, en fait, pour lequel t'as pas besoin. Et du coup, bref, voilà. Déjà, c'est limite, ça. Et j'en étais où ? Donc, bref, voilà. Eux, les chercheurs, ils donnent de manière gratuite. Ils mettent en forme, machin, après, ils revendent des prédents. Et par exemple, ce qui est dégueulasse, c'est que, en France, en tout cas, c'est que les chercheurs et chercheuses sont payés par l'État, dans la très grande majorité, il doit y en avoir peut-être dans certains think tanks, des machins comme ça, bref. En tout cas, les chercheurs et chercheuses dans les universités, ils sont payés par l'État, ils sont payés par l'université pour faire leur papier, pour faire leurs recherches, pour faire leurs articles, et ensuite, du coup, vous comprendrez que eux, ils envoient aux revues, les revues refont payer après à l'université pour pouvoir avoir accès aux revues dans lesquelles il y a les travaux scientifiques. Et c'est marché sur la tête, quoi. Parce que c'est comme si l'État, finalement, payait deux fois, il payait et le salaire, et il payait deux fois le travail de recherche, quoi.
Et en plus ça coûte super cher parce qu'en plus plus ça va, moins il y a d'argent dans les universités et en plus de ça, à côté de ça, plus les abonnements coûtent cher. Enfin bref, et ça crée des vrais problèmes parce que c'est un problème pour la recherche de pas avoir la bonne information au bon moment. C'est un vrai problème. Bref. Et du coup, l'open access, ils arrivent là en se disant c'est dégueulasse. Tout le mouvement de l'open access, là, ils arrivent, c'est dégueulasse, il faut faire quelque chose. Et du coup, on a notamment Archive, et je crois que c'est la plus ancienne plateforme comme ça, où en fait, les scientifiques qui font leur papier sont appelés, ils font ça s'ils veulent, ils sont pas obligés, à mettre leur publication. Il y aura avant la revue de pairs, donc il n'y a pas la revue des pairs, mais au moins on y a accès de manière gratuite. Donc voilà. Et donc il y a Archive, en France il y a HAL, H-A-L, il y a Percé je crois, Open Edition, bah voilà, tout est dans le nom, Open Edition. Donc voilà, on commence. Si le lecteur ou la lectrice de ces lignes veut se mettre par simple curiosité à lire de véritables études scientifiques telles qu'elles paraissent dans les revues spécialisées, il peut prendre un abonnement à une de ces revues. Ou alors, il peut tout simplement se diriger sur archive.org et donner libre cours à sa passion naissante. Archive, c'est un catalogue né il y a une trentaine d'années et qui a passé en ce début d'année le cap des 2 millions de publications, 2 millions d'études scientifiques disponibles gratuitement par toutes et pour tous. Bon après sur les 2 millions, ça fait 20 ans que le truc existe, vous pensez bien que certaines études menées il y a 20 ans, peut-être qu'elles sont plus valables aujourd'hui, hein. Donc bon, il faudrait savoir c'est quoi parce que forcément chaque travaux de recherche est périssable. Et en fonction des milieux, en fonction des disciplines, ça arrive plus ou moins tôt. Je crois attends. Peut-être que je dis de la merde, mais je crois qu'en Infocom, par exemple, c'est un papier, il est valide on peut considérer valide entre 5 et 10 ans, quoi. Mais bon, après, il y a toujours des publications scientifiques qui font date et qui sont encore utilisées aujourd'hui, hein. C'est pas un absolu, quoi, que ça périme au bout d'un certain temps. Enfin, voilà, c'est faux jusqu'à ce qu'on démontre le contraire, quoi. Bref, Archive, c'est un catalogue né il y a une trentaine d'années. Voilà, 30 ans, on est en 2022, donc ça doit être 92, hein. Une trentaine d'années et qui a passé en ces débuts d'année le cap des 2 millions de publications. 2 millions d'études scientifiques disponibles gratuitement par toutes et pour tous. Il existe cependant une différence notable avec les revues classiques. Ces études n'ont pas subi l'épreuve de la relecture par les pairs, passage obligé pour se voir publiées en bonne et due forme. C'était d'ailleurs tout l'intérêt de sa création en 1989, lorsque le physicien Paul Ginsparg a voulu faire en sorte que lui et ses collègues puissent avoir accès à ces données avant qu'elles ne subissent ces mois, voire ces années de relecture parfois laborieuses. Oh putain, je savais pas que c'était aussi long. Bah, des mois, à partir de 2 mois, ça fait plusieurs mois. Mais c'est vrai que des années de relecture, t'imagines ? Tu donnes un article, et le temps qu'il soit relu, il est plus valide. Enfin, c'est comme... Ouais, c'est sûr que c'est long. Bref, donc c'était plus une question de temps, hein, plutôt qu'une question de pognon, apparemment. Bon, bref. Avant que suisse ces mois derniers, c'était une rupture à l'époque, considère Michel Costnar. Michel Costnar, président du comité d'éthique de l'université Paris-Cité. Un changement lié à l'évolution de l'informatique qui remet en cause le modèle de l'édition scientifique. Un monde d'archives numériques à disposition. Avec Archive, tout d'un coup, des centaines puis des milliers d'articles se sont retrouvés à disposition de tous rapidement et gratuitement. Un système d'archives ouverte au départ, uniquement réservé à un domaine bien particulier de la physique des particules, mais qui s'est peu à peu ouvert aux mathématiques, l'informatique ou l'astrophysique. Sans compter plus tard les clones BioArchive ou MedArchive, dédiés à la médecine et à la biologie. Très rapidement, les scientifiques y ont vu un intérêt. Trouver des sources, des données pour nourrir leurs propres études. Sachant qu'avant Archive, ils devaient compter sur les abonnements de leur établissement pour telle ou telle revue. Donc donc quand l'établissement ne peut pas payer une revue parce que ça coûte trop cher, il ne peut juste pas. Et vous n'avez pas accès aux informations, vous n'avez pas accès aux avancées scientifiques, aux dernières publications. Et du coup, pour faire de la science, pour les chercheurs et chercheuses, c'est un peu la merde, quoi. La mode des archives ouvertes a donc grandi jusqu'à connaître d'autres itérations, notamment en France avec HAL, ils en parlent. Une plateforme similaire à Archive est soutenue par le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, en 2001. Une évolution qui ne s'est pas faite sans résistance de la part des éditeurs traditionnels,
qui voyaient d'un mauvais œil ces données gratuites que eux faisaient payer à un prix conséquent aux bibliothèques et aux universités. Bah tu m'étonnes. Au départ, il y avait une guerre entre ces deux visions, raconte Christine Ollendorf, spécialiste des archives ouvertes à l'association Couperin, mobilisée sur cette question. Mais les éditeurs ont su s'adapter pour s'y mettre aussi tout en conservant leurs bénéfices. Bah tu m'étonnes. Bah en même temps, ils ont été obligés de suivre le mouvement. À un moment, tu peux pas aller contre l'histoire finalement. À un moment donné. Enfin contre l'histoire. Si, on peut aller contre l'histoire. On verra qui donne raison. L'histoire nous dira à qui elle donnera raison. Mais bon, bref. Leur modèle économique était... Du coup, il y avait des intermédiations finalement. On se passait de leurs services pour pouvoir accéder aux dernières publications, quoi. Donc voilà. On se passait de leurs services. Et du coup, ils ont flippé. Mais ils ont adapté leur... D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui exactement. Avec le site faire Open Access. Je crois que c'est genre dans les contrats, ils doivent signer des... Genre quand ils donnent leur article, genre ils doivent pouvoir le publier en Open Access, mais je sais pas, peut-être genre plusieurs mois après la publication dans une revue, par exemple, dans la revue dans laquelle c'était censé publier. Je crois que ça doit être ça. J'avais vu passer ça. Parce que j'avais fait une sorte de rapport là-dessus en DUT. Bon, ça fait maintenant en première année de DUT, donc c'était en 2018, je crois. Entre 2018 et 2019. Et oui, j'avais lu, enfin je crois que c'était ça, ouais, il y avait les contrats où ils étaient autorisés à ne donner leur article que après un certain laps de temps qu'ils avaient donné, enfin punaise, voilà, la revue avait l'exclusivité pendant plusieurs mois, un peu comme le cinéma finalement avec les productions cinématographiques. Voilà, d'abord il y a les salons, l'exclusion de la diffusion. Et puis après, la télé et puis les plateformes de streaming peuvent le proposer dans leur catalogue, quoi. Bref. Non. Cette adaptation, elle, passe par un système d'APC pour Article Processing Charges. Pour faire court, le chercheur qui veut voir sa publication disponible en libre accès doit payer un APC. Ah d'accord, ok. Bon bah c'était ce que j'ai dit. Non. Est-ce que ce que j'ai dit c'est de la merde? Non, je crois pas que je me suis trompé, mais il y a plusieurs modalités. Donc celle-là. Qui veut voir sa publication disponible en libre accès doit payer un APC en échange. Certaines revues mettent la barre autour des 1000 €, d'autres, comme Nature, une des plus prestigieuses, chiffrent à 9500 €. Alors là, la question c'est, est-ce que les chercheurs doivent payer de leur poche ou c'est l'université qui paye? C'est une bonne question. Le travail de Couperin consiste justement à négocier les montants des APC pour favoriser le libre accès. Ce qui n'est pas toujours facile selon Christine Ollendorf. Certains éditeurs sont surnommés prédateurs, car ils augmentent les montants au-delà du raisonnable en promettant une plus grande qualité. Ouais, donc voilà, on met un prix impossible à payer, comme ça on s'assure de l'exclusivité de l'article, tout en disant mais si vous voulez le publier, vous pouvez, mais il faut juste payer. Ce qui est dégueulasse, hein. Parce qu'en plus on leur fournit le... Enfin c'est marrant, ça fait un peu penser aux réseaux sociaux finalement. Parce que ceux qui créent le contenu, c'est les chercheurs et les chercheuses. Bah non, c'est pas tout à fait comme les réseaux, parce que les réseaux, c'est quand même les usagers qui créent le contenu. Bah remarque, les chercheurs, c'est des usagers... Bah si, les chercheurs et chercheuses, ce sont les usagers pas que, mais c'est quand même grandement vers eux que ça se tourne. Sont usagers et usagères des revues scientifiques. Et c'est eux qui créent le contenu. Donc finalement, c'est quoi la plus-value de ces maisons d'édition? La mise en page, la publicité, la promotion. Bon après, c'est sûr qu'aujourd'hui, mais fut un temps, c'était par eux que ça passait finalement, parce que forcément c'était eux qui pouvaient imprimer tous les exemplaires, etc. quoi. Donc finalement là, elles ont encore leur comment dire. Bon, c'est vrai que peut-être qu'il y a un certain savoir-faire de médiation, j'imagine. Mais oui. En tout cas, ça a reposé sérieusement la question de leur légitimité. Parce que d'un côté, il y a le côté où ils font payer extrêmement cher, mais de l'autre, c'est un certain nombre. Il y a la légitimité du genre, cette revue est hyper bien vue dans le milieu universitaire. Et du coup, si j'arrive à y mettre mon article, et ben ça, c'est la putain de classe, quoi. Du coup, ouais, il y a ce côté-là, quoi.
Mais bon, qu'est-ce qui... Ouais, bon. Ah, j'ai encore un message. Ah oui, c'est mon portable qui me rappelle qu'il faut que je m'étire, parce que moi je suis raide comme un bâton, généralement, là, je suis comme ça. Du coup, j'ai pris la décision qu'il fallait que je m'étire, mais que je le fais une fois sur 5, finalement. Car ils augmentent les montants au-delà du raisonnable en promettant une plus grande qualité. Mais quelle qualité? Mais oui, quelle qualité? Pourquoi un chercheur aurait-il intérêt à les payer pour paraître dans une revue lorsqu'il peut simplement poster son fichier sur Archive? L'édition scientifique a dû trouver sa valeur ajoutée, considère Michel Cosnard. Et ce qui a longtemps été mis en avant, c'est la relecture par les pairs. Mais les pairs, ils font ça gratos aussi. Bref, une réactivité face à l'erreur inédite. L'argument semble entendable. On a d'un côté un serveur ouvert où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Typiquement, ça c'est la définition de Wikipédia par exemple aussi. Et de l'autre des articles relus, vérifiés, annotés. Et donc de meilleure qualité. Seulement la réalité n'est pas si simple. Ça c'était le truc aussi qu'on reprochait à Wikipédia, genre au début tout le monde peut y mettre tout et n'importe quoi, c'est n'importe quoi, enfin bref, genre il y a des erreurs tout le temps, alors que les livres ça c'est sérieux. Donc c'était de meilleure qualité. Seulement la réalité n'est pas si simple. Pour commencer, Archive a bien des modérateurs, des salariés et des bénévoles qui vérifient les articles avant publication pour éviter les erreurs les plus grossières. Et si jamais une étude erronée est publiée, l'alerte est immédiate, d'après Michel Cosnard. Toute la communauté scientifique est sur Archive. Dès qu'il y a une erreur, elle est très vite repérée et corrigée. Le serveur ouvert permet une réactivité jamais vue ailleurs. Et ouais. Bah oui, parce que finalement, quand on le met là-dessus, si tu mets de la merde, tous ceux qui vont te relire peuvent te tomber dessus. Et donc, eux, ils vont modérer. Ce qui est plutôt vertueux. D'autant plus que les revues traditionnelles ne sont pas à l'abri des erreurs, ce qui a été révélé au grand jour avec la pandémie. En mai 2020, une étude consacrée à l'hydroxychloroquine, publiée dans la prestigieuse revue The Lancet, s'est révélée erronée et a dû être retirée précipitamment. Malgré tout, le Covid a vu une profusion inédite d'articles scientifiques et même Nature s'est mise aux archives ouvertes sur le sujet. Oui, si on publie vite, il peut y avoir des erreurs, reconnaît Michel Cosnard. Mais ces erreurs résistent mal à la critique. Dans l'ensemble, les avantages dépassent largement les risques. Ouais, en gros, après ça c'est une dynamique qu'on peut retrouver en fait avec Internet. C'est-à-dire que face à l'abondance d'informations, avant, on vérifiait, on recevait les informations, on vérifiait et après on publiait. Alors que là c'est l'inverse. D'abord on publie, on vérifie et après on retire s'il faut retirer. Et ça c'est dû à avec Internet avec l'augmentation du flux d'informations finalement parce que tu peux pas tout contrôler. Et c'est vrai que du coup comme il disait là dans les publications dans les revues, il peut y avoir plusieurs mois voire des années avant que ça soit publié. Donc ce qui est problématique aussi quoi parce que là par exemple dans le cas du Covid, les trucs scientifiques il les faudrait le plus vite possible quoi pour pouvoir y voir plus clair. Donc voilà. Donc voilà. Mais oui, ça c'est typiquement typiquement numérique. Non, je sais pas, mais en gros ça c'est des trucs qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde du numérique. Genre le côté où on modère après la publication et pas avant. Voilà. Mais les revues ont un autre argument, le facteur d'impact. Et là, je pense que là, c'est là où ça fait toute la différence. Les revues qui ont un grand nom, effectivement, le facteur d'impact, il y a tout un côté social, quoi. Tout le côté, c'est reconnu, donc ça va peut-être là où un article pourrait se noyer dans la masse d'informations sur Archive, et peut-être que si elle paraît dans une revue prestigieuse, et là, elle trouvera son public, quoi. Là, elle sera vue. Donc voilà, ce qui est assez vertu. Parce que finalement, c'est vrai que ce qu'ils proposent, avec les revues, ce qu'ils proposent finalement, c'est faire le tri, quoi. Parce que c'est vrai que quand on a masse d'informations, il y a un moment, c'est exactement ce que fait Google, par exemple, ou Facebook, machin. Genre, ils font une classification, ils hiérarchisent l'information qui nous viennent, quoi. Et les revues, c'est un peu ce qu'elles font aussi. C'est sûr qu'elles le font pas forcément super vite, mais elles le font. Et parce que sinon, c'est impossible de tout digérer, quoi. C'est impossible de tout voir. Donc voilà. Donc le facteur d'impact c'est quoi? Publier dans une revue prestigieuse est bon pour la carrière des jeunes chercheurs car ils ont plus de chances d'être repris et cités. Oui, c'est vrai, finalement.
Encore... Ah bah non. Apparemment pas. Encore une fois, un argument bancal selon Christine Ollendorf. Ce sont les chercheurs qui croient en la réputation de la revue, mais il faut changer les modes d'évaluation qui ne veulent plus rien dire. L'important, ce devrait être la qualité de la publication elle-même. Ouais, donc ça c'est très internet aussi, le côté on est tous égaux, seul compte la qualité de ce qu'on a à proposer. Seul compte le mérite finalement. Enfin bon, ça c'est un peu le mérite, c'est un peu une fable. En tout cas, sociologiquement, c'est un peu une fable. Même carrément une fable. Non. Il faut changer ce qui devrait être la qualité de la publication elle-même. Parce que qu'est-ce qui fait que vous allez être cité? Qu'est-ce qui fait que... c'est pas parce que vous avez fait un bon travail qu'elle va trouver forcément les personnes qui vont vous citer, quoi. Si c'est noyé dans une information, c'est pas forcément ça, quoi. Genre ça... Voilà. Une évolution en cours depuis 2012, avec la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche qui dénonce les biais du monde de la recherche et la pertinence du fameux facteur d'impact. En bref, Archive a ouvert une voie que les éditeurs ne peuvent plus ignorer. L'évolution est lente, mais elle existe, assure Christine Ollendorf. Je pense que d'ici quelques années, nous serons à 100% d'archives ouvertes, c'est inévitable. Et les éditeurs traditionnels dans tout ça, ils devront s'adapter, ajoute Christine Ollendorf. Mais je ne me fais pas de soucis pour eux. Michel Cosnard ajoute « Il faut qu'ils trouvent leur valeur ajoutée. Pour l'instant, leur système est instable et peu vertueux, mais ils sont forcés d'évoluer. » Bah écoutez, apparemment, d'ici une dizaine d'années, vraiment, je sais pas. Je pense que elles vont pas disparaître, évidemment, elles vont pas disparaître ces revues. C'est comme la télé, elle a pas disparu avec l'arrivée d'Internet. Juste, elle a évolué. Juste, ça a rebattu les cartes. Donc, peut-être qu'il y a sûrement des revues scientifiques qui vont disparaître. Avant que... voilà, mais que certaines vont rester quand même, parce qu'elles font foi dans le monde scientifique. C'est aussi une question de confiance, quoi. C'est aussi une question de hiérarchie de l'information. Parce que je peux pas tout lire. Donc, déjà même avec les revues qui hiérarchisent, etc., tu peux pas tout lire. Ça, c'est un vrai problème, ça. Genre, c'est une sorte de marée, informationnelle difficile à contenir et à utiliser surtout. Donc voilà, Archive. Et en plus, ça fait déjà 30 ans que ça existe. De toute façon, ça pourra encore continuer de 30 ans à évoluer, sans que rien ne change. Puis bon, les universités sont en train de crever, de toute façon. Voilà. Mais remarque que plus elles seront pressurisées, plus les universités vont être pressurisées parce qu'elles n'auront pas le budget pour payer les revues. Parce que je crois que c'était... je veux pas dire de bêtises, mais à La Roche-sur-Yon, là, quand j'y étais, parce que j'étais en DUT Infocom, option métier du livre et du patrimoine, bref. Surtout option métier du livre, finalement. On avait eu des cours avec des bibliothèques, machin, tout ça. Et puis aussi avec la directrice de la BU du campus de La Roche-sur-Yon. Et je crois que c'était... je crois que c'est 30% du budget passé dans les revues, quoi. C'est énorme. Et ça coûte de plus en plus cher. Ah non, à moins que ça soit... Ah non, à moins que le 30%, c'était parce qu'il y avait eu une coupe de budget. Je crois que c'était peut-être même une coupe de budget de 30%, bref. Et comment tu fais avec beaucoup moins d'argent alors que les publications coûtent de plus en plus cher. Bref. En tout cas, il y avait le... Ah zut, DataGull. Moi, il y a personne dans le chat. Bon, attendez, on sait jamais. DataGull. Attendez, juste chatting. Je sais pas si vous connaissez. Ils font de la vulga scientifique un peu. Enfin, ils font un peu de la vulga, voilà. Qui avait fait une super vidéo justement sur ça. Que j'ai vu, que je vais essayer de retrouver là. Sur YouTube. On va voir. Et justement, il parlait de comment ça marche, la publication scientifique. Voilà, quelques années. Bon, c'est encore d'actualité. Hein. Alors, DataGull. Comment s'écrit DataGull? Ah oui, comme ça. Comment on appelle ça? Publication scientifique. Je sais plus comment ça s'appelle. Hop. Privé de savoir. Voilà. Et je le mets le lien et je vous la recommande. Ça dure 10 minutes. Et DataGull, c'est toujours de la bonne qualité, moi je trouve.